Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Nice est fort, le podcast qui vous fait redécouvrir l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. Vous écoutez Élodie Bonin et dans cet épisode, je vous parle de Dorothea Lange. Avant de commencer, je vous invite à vous rendre en description de cet épisode. Vous y trouverez le lien de l'article résumant le contenu à venir, accompagné des photographies et images qui seront mentionnées. Cette ressource vous sera grandement utile pour une meilleure compréhension de l'épisode. Maintenant que tout est dit, c'est parti. Dans les années 1910, la pauvreté sévit dans New York. Une population croissante de sans-abri habite les rues, affamés, malades, frigorifiés par le froid hivernal ou cherchant difficilement un coin d'ombre sous la chaleur caniculaire estivale. Personne ne les regarde. Les passants les ignorent, préférant détourner le regard plutôt que de croiser le leur et se confronter à une injustice flagrante. Cette ignorance en devient banale. C'est pourquoi tous sont interloqués quand leur regard croise celui d'une jeune adolescente à l'air inoffensif. Elle semble avoir une quinzaine d'années et ne semble pas effrayée d'observer avec douceur et compassion la pauvreté de cette population errante dans les rues, aussi fragile que sa jeunesse. Aucun ne connaît son nom, ni même un seul détail de sa vie. Seul son physique marque les esprits. Une jeune adolescente, boiteuse, au regard pétillant et compatissant se promène chaque jour dans les rues de New York, sans but. Ou peut-être que si, celui de regarder. Juste regarder. Du haut de ses 15 ans, Dorothea n'est pas indifférente à la douleur de ces hommes, femmes et enfants qui croisent son regard lors de ses longues promenades new-yorkaises. Il leur rappelle la douleur qu'elle a dû traverser à seulement 7 ans, quand elle a contracté la poliomyélite, la laissant boiteuse et souffrant à vie. Elle retrouve également dans leurs conditions la solitude dans laquelle elle a été plongée après que son père ait abandonné sa famille, tandis qu'elle avait 12 ans. Blessée par ce départ, elle se débarrasse du nom de famille de son père, Nutzhorn, pour préférer celui de sa mère, Johanna Lange, surnommée Johanne. Désormais, c'est elle qui prend soin de Dorothea et de son petit frère, Martin. Elle a trouvé un nouveau logement, moins onéreux, proche de la banlieue pauvre du New Jersey. Elle commence également à travailler dans la New York Public Library pour subvenir tant bien que mal aux besoins de sa famille. Durant ces longues journées d'absence, Johanne laisse ses enfants en bon soin de leur grand-mère. C'est elle qui emmène régulièrement Dorothea et Martin au musée, éduquant ainsi leur regard au code esthétique classique, à la qualité des sujets traités, aux compositions d'images et aux lumières choisies. Quand Dorothea Lange se rend à New York pour retrouver sa mère sur son lieu de travail, elle en profite pour explorer la ville et y observer les scènes incroyablement belles dans lesquelles sont plongées les douleurs des sans-abri, qu'elle commence alors à appeler les blessés qui marchent. Dans son regard, elle apprend à respecter chaque individu par la distance de son regard, empathique et singulier. Sans le savoir encore, elle photographie sans appareil. Dans mes premières années, j'ai eu une variété d'expériences qu'un enfant ne devrait pas vraiment rencontrer seul. Maintenant, je sais combien cela m'a donné. C'est à 16 ans que Dorothea Lange commence à photographier. Et très tôt, elle comprend l'importance que cet outil a dans sa vie. Après seulement 2 années de pratique, elle intègre le studio du photographe portraitiste Arnold Gent et commence à l'assister tout en travaillant dans son laboratoire. Elle y reste de 1913 à 1914 avant d'intégrer l'université de Columbia de New York à 20 ans. Elle y suit notamment des cours de photographie proposés par le photographe photosécessionniste Clarence White. Grâce à lui, elle s'initie techniquement au travail de composition et de lumière photographique, ainsi qu'à la qualité des tirages. Une fois ses études abouties, Dorothea Lange souhaite voyager. Elle organise donc un tour du monde avec l'une de ses amies. Et pour commencer leur périple en toute sécurité, elles choisissent de rester aux États-Unis et de découvrir sa côte ouest. Bien que ce voyage était prévu sans danger et sans imprévu, Dorothea est dépouillée de son argent lors de son séjour à San Francisco.
Sans argent, il est désormais impossible pour elle de poursuivre sa route, ni même de retourner à New York auprès de sa famille. Elle se voit donc obligée de trouver un petit boulot dans le coin, afin de vite remédier à ce contretemps. Et quelle aubaine pour cette jeune photographe en herbe de trouver un emploi dans un comptoir photo de pharmacie. Sans compter qu'en plus d'y gagner assez d'argent pour en faire des économies, elle y fait la rencontre de photographes locaux qui l'intègrent peu à peu à son cercle d'artistes de la baie. Dorothea y crée des liens amicaux indéfectibles qu'elle entretiendra tout au long de sa vie avec des photographes tels que la photosécessionniste Anne Brigman et les membres du groupe F64, Edward Weston, Ansel Adams, Willard Van Dyke et Imogen Cunningham. D'ailleurs, c'est avec cette dernière que Dorothea entretient la plus grande amitié. Toutes deux partageront des vacances ensemble, que ce soit seules, en couple, voire même en famille. Et le temps passant, Dorothea Lange s'attache à la baie de San Francisco et sa vie artistique animée, la convainquant de s'y installer définitivement. C'est ainsi que l'argent qu'elle économisait jusque-là pour rentrer à New York est finalement investi en 1919 dans son premier studio de photographie, situé dans la rue la plus passante de la ville. Elle y exerce en tant que portraitiste pour des familles aisées et quelques célébrités. Je me suis retrouvée à San Francisco dans le secteur du portrait. Et c'était une bonne affaire. J'avais la crème du métier. J'étais la personne vers qui vous alliez si vous pouviez vous le permettre. En plus d'être un lieu d'accueil et de clientèle, Dorothea Lange propose également son studio comme espace de rencontre pour la communauté artistique californienne. Lors de l'un de ces instants d'échange en 1920, elle y fait la rencontre du peintre et illustrateur Maynard Dixon. Cet homme est notamment connu pour ses peintures de paysages du sud-ouest des États-Unis, illustrant des cow-boys et natifs américains dans des canyons gigantesques, de vastes vallées asséchées, voire même des déserts arides. Bien que tous deux aient 21 ans d'écart, les deux artistes se rapprochent et entament très rapidement une relation sérieuse. La même année, le couple se marie et s'agrandit avec l'arrivée de 2 enfants, Daniel et John. Durant cette période romantique idyllique, Dorothea continue à faire prospérer son studio, tout en perfectionnant ses compétences techniques. Ses ambitions artistiques évoluent également quand elle commence à accompagner occasionnellement son mari lors de ses déplacements professionnels dans les paysages du Midwest. Souvent accompagnée de leurs enfants, Dorothea commence à documenter l'activité picturale de son époux et le quotidien de sa famille en voyage. Elle en profite par la même occasion de produire ses premières photographies de paysages ruraux et de populations locales. On y retrouve pour la plupart des images d'agriculteurs, mais aussi des natifs américains. Il s'agit des premières photographies documentaires faites par Dorothea lors de sa carrière. Mais à la fin de l'année 1929, les États-Unis, idylliques que connaît Dorothea, sombrent subitement dans le chaos. Le pays est frappé de plein fouet par le crash boursier, engendrant une pauvreté sans précédent dans l'histoire des États-Unis. 13 millions de chômeurs se regroupent dans des bidonvilles annexes aux grandes villes en quête d'emploi. Dès 1931, les terres surexploitées provoquent un assèchement des sols. Et par conséquent, des tempêtes de sable font fuir les travailleurs en direction de la côte ouest, moins touchée par cette catastrophe environnementale. De la fenêtre de son studio, Dorothea observe avec curiosité les rues de San Francisco se remplir de campements de fortune, logeant des familles nombreuses désespérées. Elle y voit la famine, le chômage et l'insalubrité. Alors un jour de l'année 1932, Dorothea ne tient plus. Elle saisit immédiatement son boîtier et quitte son refuge pour photographier ce dont elle est témoin depuis des années. Des hommes patientant indéfiniment devant la soupe populaire, des sans-abri n'ayant que pour couchage la route de Skid Row, et des manifestations à n'en plus finir. Dans ses carnets, la photographe retranscrit son besoin d'allier l'image à une réalité sociale. J'ai dû prendre mon appareil photo pour enregistrer des choses sur ces personnes qui étaient plus importantes que leur pauvreté, leur fierté, leur force, leur esprit. Maynard Dixon observe avec intérêt ces sujets révélés par le regard de son épouse. Il découvre un nouveau sujet artistique pleinement ancré dans le réel, ce qui le pousse lui aussi à dédier ses peintures aux inégalités sociales. Il se met alors à représenter sur ses toiles des travailleurs migrants et des camps miniers
longeant la ville de Las Vegas. En 1934, Dorothy Allen réalise son second documentaire, La grève des dockers de la côte ouest. Celle-ci débute le 9 mai, quand l'ensemble des dockers revendiquent une syndicalisation des ports de la côte. Pour se faire entendre, ils ralentissent et même stoppent le transport de marchandises par voie ferroviaire et maritime. Ce mouvement dure, en totalité, 83 jours et est notamment connu pour son extrême violence. On se souvient surtout des nombreuses bagarres qui éclatèrent entre les policiers voulant rouvrir les ports et les grévistes qui ont bloqué l'accès. Mais c'est lors du jeudi sanglant que la grève atteint son paroxysme, quand 2 travailleurs meurent au cours d'un conflit. De ce documentaire, Dorothy Allen en fait une exposition la même année à la galerie photographique de Willard Van Dyke à Auckland. Lors de celle-ci, son travail est remarqué par un sociologue de l'université de Berkeley, expert du travail agricole, un certain dénommé Paul Schuster Taylor, qui souhaite échanger avec la photographe. Lors de leur rencontre, Paul explique à Dorothea qu'il œuvre pour le compte de la Resettlement Administration, une organisation gouvernementale engagée à installer les travailleurs agricoles dans des régions moins vulnérables et plus productives que dans le Midwest. Et c'est dans le cadre de ce travail que le sociologue doit bientôt rendre un rapport sur la possibilité d'utiliser la photographie pour documenter le sort des travailleurs agricoles migrants. Dans cette visée, il propose à Dorothea Lange d'entamer une collaboration. En premier lieu, il demande l'autorisation d'utiliser ses photographies, présentées lors de l'exposition à Auckland pour illustrer son rapport. Et en second lieu, il souhaite embaucher la photographe en tant qu'assistante pour l'accompagner lors de ses déplacements dans les terres et documenter la vie réelle des migrants. Bien évidemment, Dorothea accepte, et c'est grâce à cette collaboration avec Paul Taylor qu'elle dirige son regard documentaire en dehors des villes, à la rencontre même des victimes de la crise. Lors de leur déplacement, le sociologue et la photographe entament une relation amoureuse et décident respectivement de divorcer en 1934, année de leur rencontre, pour se marier l'année suivante, le 6 décembre 1935. Ils forment ainsi une famille recomposée de 5 enfants et le couple ne se séparera plus, se supportant mutuellement dans l'ensemble de leurs projets tout au long de leur vie. Grâce aux 5 rapports que coproduisent Paul et Dorothea au début de leur relation, la Resettlement Administration lance un projet de documentation photographique. Dans cette démarche, l'organisation gouvernementale souhaite couvrir la Grande Dépression pour attirer l'attention du public américain sur les conditions de vie rudes dans les terres et augmenter le soutien au programme du New Deal de Roosevelt. Et c'est quand la Resettlement Administration est organisée en 1937 pour devenir la Farm Security Administration que Dorothea Lange rejoint officiellement ce programme de documentation gouvernementale. Elle continue alors à accompagner son mari sur les routes et au total, Dorothea Lange produit plus de 4000 images au cours de la Grande Dépression. Quand Dorothea Lange et Paul Taylor entament leur premier voyage, la photographe focalise son regard sur les individus considérés comme « hawkies », un terme péjoratif qui qualifie un travailleur rural, paresseux et dangereux. Par ces images, Dorothea Lange affronte de plein fouet les stéréotypes et dévoile des visages d'hommes, de femmes et d'enfants souffrants et désespérés. La plupart voyagent dans des voitures surchargées de bagages, prêtes à lâcher à tout instant. D'autres solitaires pérégrinent vers une vie potentiellement meilleure, ou certainement moins pire, avec pour seul bagage leurs vêtements qu'ils portent sur leur dos. Quand ce documentaire est diffusé dans la presse, une sympathie nationale inédite s'élève, touchée par l'humanité de ces individus qui transparaissent dans les images. Toute cette journée, en conduisant sur 300 ou 400 miles, j'ai vu ces gens. Je ne pouvais pas attendre. Je les ai photographiés. Heureusement, mes yeux étaient ouverts. Aux abords des routes sur lesquelles Dorothea Lange voyage avec son mari, elle croise le regard de familles entières, vivant dans des abris de fortune au milieu du désert. Quand Dorothea arrête la voiture, elle se précipite le plus souvent pour échanger avec les réfugiés, recueillir leurs témoignages et les immortaliser sur ses pellicules, rendant compte de leur combat et de leur résilience. J'avais commencé à parler aux gens que j'ai photographiés. Dans les camps de migrants, il y avait toujours des bavards. Cela nous a donné la chance de nous rencontrer sur un terrain d'entente. Quelque chose qu'un photographe comme moi doit trouver s'il souhaite faire du bon travail.
En 1936, c'est sous l'un de ces abris que Dorothea Lange rencontre une mère de famille et ses 7 enfants. La scène qu'elle voit est forte. La mère allaite le plus jeune de la fratrie, tandis que les 6 autres errent aux alentours. Je l'ai vue et je me suis approchée de cette mère affamée et désespérée, comme si j'étais attirée par un aimant. Je ne me souviens plus comment je lui ai expliqué ma présence ou mon appareil photo, mais je me rappelle qu'elle ne m'a posé aucune question. J'ai fait 5 photos en me rapprochant de plus en plus. La photographe souhaite immortaliser cette scène, mais épuisée par une longue journée de route, elle n'interagit que très peu avec la femme qu'elle photographie. Je ne lui ai pas demandé son nom ni son histoire. Elle m'a donné son âge, 32 ans. Elle a dit qu'il vivait en mangeant des légumes gelés des champs alentours ou des oiseaux tués par les enfants. Elle venait juste de vendre les pneus de sa voiture pour s'acheter à manger. Elle était assise dans sa tente avec ses enfants autour d'elle. Elle a semblé comprendre que mon image pourrait l'aider, alors elle m'a aidée. C'était comme un échange de bons procédés. Lors de cet arrêt, Dorothea produit une série de 5 photographies qu'elle légende Nipomo, Californie, 1936, famille de fermiers migrants, 7 enfants affamés, mère âgée de 32 ans, père originaire de Californie, indigent dans un camp de ramasseurs de pois, affamés à cause de la mauvaise récolte. Ces personnes viennent de vendre leur tente pour s'acheter à manger. Plus de 2500 personnes dans ce camp vivent dans le dénuement. Et pourtant, cette photographie est surtout connue sous le titre de Migrant Mother. À sa diffusion, les images deviennent le symbole des mères blanches migrantes, souffrant de la Grande Dépression et qui doivent malgré tout rester le pilier solide de la famille. Suite à cette publication, la population se soulève pour aider davantage les victimes de la crise. Dorothea Lange verra ce mouvement comme une réaction vive, née de la simple vue de cette mère. Elle porte en elle tout le malheur du monde, mais aussi la persévérance, de la retenue et un étrange courage. Vous pouvez voir ce que vous voulez à travers elle. Elle est immortelle. Mais bien que cette photographie devienne rapidement l'image la plus iconique de l'œuvre intégrale de Dorothea Lange, elle n'en reste pas moins imparfaite. Non pas esthétiquement, mais socialement. La mère photographiée, Florence Thompson, s'insurge d'être devenue le symbole d'une maternité blanche, faisant tomber dans l'oubli son héritage natif américain. Elle mentionne également le fait qu'elle n'a jamais voulu devenir un symbole et témoigne du ressentiment qu'elle porte vis-à-vis de la photographe. Je n'ai jamais rien tiré de cette image. Je préférerais que Dorothea Lange ne l'ait jamais prise. Elle ne m'a pas demandé mon nom. Elle n'a pas dit qu'elle vendrait le cliché. Elle a dit qu'elle m'enverrait un tirage. Elle ne l'a jamais fait. Après le décès de Florence Thompson, l'un de ses enfants se confie sur la réaction de sa mère. Nous n'avons jamais eu beaucoup, mais elle a toujours fait en sorte que nous ayons quelque chose. Parfois, elle ne mangeait pas, mais elle s'assurait que nous, ses enfants, mangions. C'était une femme très forte. Elle avait l'âme d'un chef. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles elle n'aimait pas cette photo, parce qu'elle ne la présentait pas sous son vrai jour. Lors de son périple sur les routes californiennes, Dorothea Lange n'oublie pas de s'arrêter aux abords des champs pour rencontrer les travailleurs en personne. Je me suis arrêtée à une station pour faire le plein et il y avait une voiture pleine de gens. Une famille là-bas. Ils ont dit « Nous avons été soufflés ». Ils m'ont parlé de la tempête de poussière. La plupart sont d'anciens propriétaires de petites fermes dans le centre des États-Unis. Mais face à l'assèchement des sols et aux tempêtes de sable à répétition, tous ont été forcés de quitter définitivement les États centraux pour se réfugier sur la côte. Déracinés de leurs terres, ils travaillent désormais pour des usines d'agriculture californiennes qui exploitent impitoyablement leur main-d'œuvre. Éloignés de l'image des Hokies, Lange photographie des travailleurs qui ne comptent pas leurs heures pour subvenir aux besoins de leur famille, quitte à se mettre eux-mêmes en danger. En plus de documenter la détresse des travailleurs migrants, Dorothea Lange n'en oublie pas la communauté des travailleurs noirs, qui sont pour la plupart exploités à outrance. Ces derniers vivent alors sur les propriétés d'agriculteurs blancs et pour ne pas être expulsés de leurs abris, ils doivent travailler les champs et subir le joug du pouvoir blanc. Qu'est-ce que c'était d'être un esclave? Quand il est minuit et qu'il pleut, et qu'il dit « Allez-y, vous y allez ». Qu'un soleil de plomb frappe les terres ou qu'une tempête de pluie s'abatte sur les champs, les travailleurs noirs doivent rester constants dans leur performance. Si ce n'est l'être davantage quand les travailleurs blancs sont congédiés.
Dorothea Lange s'insurge tout particulièrement de cette injustice, devant laquelle le gouvernement ferme les yeux. Tandis que la Grande Dépression tend vers son achèvement, Dorothea Lange et Paul Taylor entament un long travail de tri et d'archivage des photographies prises depuis 6 ans. Dans cette démarche, le couple entreprend la production d'un ouvrage intitulé « An American Exodus, a Record of Human Erosion ». Publié en 1938, les lecteurs peuvent y lire la crise sous le point de vue des victimes elles-mêmes, grâce à leurs propres mots. Chaque témoignage est accompagné des photographies de Dorothea, ajoutant du poids à la valeur des vies qui se dévoilent au fil des pages. An American Exodus est considéré aujourd'hui comme l'ouvrage le plus fort de toute la Grande Dépression. Et pour cause, en 1938, jamais il n'avait été vu de livre mettant autant en avant la dimension humaine d'un événement historique. Dorothea y révèle la question qui a guidé et guidera encore son regard humaniste. Qui sont les Américains ? Ces photographies tentent de donner une réponse. Les Américains, bien que désespérés, espèrent et chercheront toujours à se battre pour survivre. Le 7 décembre 1941, la base navale américaine de Pearl Harbor, située à Hawaï, est attaquée par le Japon. Cet événement fait entrer en guerre les États-Unis et met un terme à la Grande Dépression. L'industrie militaire et navale est en plein essor, créant une offre d'emploi croissante, remédiant ainsi à la crise financière. C'est pourquoi la Farm Security Administration est dissoute au profit d'une nouvelle organisation gouvernementale, le United States Office of War Information, aussi appelé OWI. Dorothea Lange est donc invitée à rejoindre le nouveau programme de documentation, ou devrais-je plutôt dire de propagande, spécifique à la Seconde Guerre mondiale. Lorsque la photographe intègre ce service, elle commence immédiatement à photographier la vie quotidienne des Américains ainsi que l'effort de guerre. Mais c'est notamment en 1942 que la photographe est la plus active. Tout d'abord, Dorothea Lange entame son premier documentaire complet en temps de guerre. Elle est embauchée par le magazine Fortune pour photographier la croissance du marché naval sur la côte ouest. Et pour cause, 7 chantiers navals émergent, appartenant à la Kaiser Shipbuilding Company. La photographe est donc envoyée dans la ville de Richmond, en Californie, où se situent 4 d'entre eux. Avec un regard patriotique, la photographe révèle une communauté de travailleurs unis dans la diversité. 91 000 personnes sont employées. L'opération est continue, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. De ces travailleurs, 27% sont des femmes. Il y a des hindous, des arabes, des hawaïens, des esquimaux, des indiens d'Amérique, des chinois, des sud-américains, des philippins, des suédois. Ils viennent de partout aux États-Unis et de tous les horizons. Face à l'essor fulgurant d'offres d'emploi et l'envoi massif des troupes américaines, les États-Unis sont confrontés à une nouvelle problématique. Tandis que la Grande Dépression n'offrait plus assez d'emplois, la Seconde Guerre mondiale prive l'État de ses travailleurs. Et bien que le pays affirme fermement sa politique anti-immigrants, le gouvernement n'a d'autre choix que de trouver de la main-d'œuvre à l'étranger. De là est développé le programme Bracero, qui est pensé comme un programme d'urgence temporaire spécifique au temps de guerre. Il promeut l'import de main-d'œuvre mexicaine en octroyant un nombre limité de permis de travail temporaires. L'OWI envoie donc Dorothea Lange sur les lieux d'accueil californiens des premiers travailleurs mexicains du programme. Ces photographies, outils de propagande, présentent un réel soulagement de voir arriver ces renforts inespérés, mais aussi une certaine reconnaissance du peuple américain vis-à-vis des travailleurs mexicains. Ces derniers sont d'ailleurs présentés comme heureux de venir soutenir l'effort de guerre américain dans la production des terres agricoles et la construction de voies de chemin de fer. Enfin, des suites de Pearl Harbor, les États-Unis développent une politique discriminatoire à l'encontre des Américains d'origine japonaise. Les politiques craignent que ces civils portent leur loyauté envers le Japon et mettent par conséquent en danger le gouvernement américain. Roosevelt publie immédiatement après l'attaque un décret demandant l'expulsion et l'emprisonnement de cette communauté d'origine japonaise. Pour mettre à bien ce décret, les civils américains sont triés en masse sur la base de leur simple ethnie, avant d'être emprisonnés dans des camps et isolés sur la côte ouest.
Et ce ne sont pas moins de 110 000 Américains qui sont internés dans les 10 camps de la côte. Afin de justifier leur politique et normaliser la situation aux civils américains non internés, Lowy envoie Dorothea Lange dans le camp de délocalisation de Manzanar. Mais dès son arrivée, en avril 1942, les traumatismes de la communauté emprisonnée éclatent aux yeux de Dorothea Lange. Elle fait donc savoir à Lowy son souhait et son besoin d'aider cette population opprimée. Ses employeurs désapprouvent et lui demandent de réaliser la propagande commandée par le gouvernement. Mais la photographe ne peut pas passer outre ces injustices et décide d'aller à l'encontre de ses supérieurs en documentant la réalité du camp. Celui-ci est surpeuplé et situé dans une zone aride, exposée aux fortes chaleurs et aux tempêtes de sable. Des familles entières sont entassées dans des baraquements de seulement 15 à 20 mètres carrés. Ces abris sont extrêmement mal isolés car fabriqués uniquement en bois et papier goudronné. La population souffre également du manque d'intimité en raison des sanitaires et des douches communes. La nourriture qui leur est servie est la plupart du temps avariée, entraînant des maladies. Privé totalement de liberté, le camp force également les adultes à travailler dans des situations pénibles pour moins d'$1 par jour. Et malgré la présence d'écoles au sein des camps, les enfants souffrent d'un cruel manque d'éducation ainsi que d'une impossibilité à se projeter dans l'avenir. Quand Dorothea Lange rend son documentaire à Lowy, tous se heurtent à la privation de liberté et la perte de dignité dont sont victimes les Américains internés. Immédiatement, ces photographies sont retirées à Dorothea Lange et sont classées archives militaires. Elles sont cachées à la vue du public avec interdiction de publication. Après l'expérience amère des camps d'internement, Dorothea Lange se retire de la photographie professionnelle en 1943. Durant près d'une décennie, la photographe souffre de problèmes de santé qui la forcent à se reposer et à pratiquer sa passion en simple hobby. Elle observe ainsi les États-Unis sortir de la guerre, les camps d'internement libérer ses prisonniers et l'économie du pays croître encore et toujours. À tel point qu'on fait construire des autoroutes à foison et qu'on agrandit les villes de banlieues idylliques. Du moins, ça, c'est sur le papier, car quand Dorothea Lange se rend elle-même dans ces nouveaux quartiers à l'aube des années 1950, l'image vendue par le gouvernement est bien loin de la réalité. La photographe se retrouve dans un quartier ghettoisé, où la communauté noire est amassée et souffre de la pauvreté ainsi que du manque d'eau potable. Ni une ni deux, Dorothea Lange immortalise ces éternelles injustices et les dévoile au grand public en 1951 dans le magazine Life. De cette parution naît une nouvelle collaboration professionnelle entre le magazine et la photographe. En 1953, Dorothea Lange collabore avec son ami et photographe Ansel Adams sur un projet du magazine Life, à savoir documenter les transformations modernes apportées au quotidien traditionnel de 3 villes mormones dans l'Utah. Malheureusement, ce projet à 4 mains crée des désaccords entre les deux photographes, qui ne partagent pas du tout la même méthodologie et ne voient pas en ce projet les mêmes objectifs. Dorothea souhaite traiter le sujet d'un point de vue social, présentant la dignité et la force des populations rurales à s'adapter continuellement à la modernité du monde, tandis qu'Ansel, lui, arrive sur le terrain avec une démarche environnementale et l'ambition de mettre à l'honneur l'interaction entre les habitants et leur environnement naturel. Dorothea reproche donc à Ansel de manquer d'histoire humaine et à contrario, Ansel reproche à Dorothea de privilégier le social au détriment de la beauté naturelle. Bien qu'aucun des deux ne soit satisfait du résultat de cette collaboration photographique, elle sera malgré tout partagée au public de Life, révélant le point de vue des deux parties. L'année suivante, en 1954, Dorothea Lange convainc le magazine Life de l'envoyer en Irlande pour documenter la vie en campagne irlandaise. Ce projet est né après sa lecture du livre intitulé The Irish Countryman de l'anthropologue Conrad Ahrensberg. Lors de son voyage, elle souhaite documenter le quotidien des habitants ruraux irlandais. Et pour ce faire, elle s'accompagne de son fils Daniel, qui se charge de recueillir les témoignages des Irlandais photographiés par sa mère. Ils y restent 6 semaines avant de retourner aux États-Unis. Contrairement à l'ensemble de son travail photographique, qui a davantage trait à critiquer des politiques sociales injustes, cette série photographique présente presque une vision américaine idéalisée de la vie en campagne irlandaise, un regard pour le moins inattendu.
Le dernier documentaire photographique américain de Dorothea Lange est réalisé en 1957 et s'intitule Public Defender. Dans celle-ci, elle présente le travail de Martin Peulich, un jeune avocat commis d'office. Elle le suit lors des rendez-vous avec ses clients et le photographie quand ils plaident leur cause devant la cour de justice. Dans ces images, Dorothea Lange interroge directement la justice pénale urbaine, ses inégalités raciales, ainsi que l'empathie, voire même le manque d'empathie porté envers les condamnés. Un travail très personnel dans lequel la photographe évoque l'activisme pour défendre ceux dont la parole n'est pas écoutée. En 1958, Paul Taylor, le mari de Dorothea Lange, est missionné à l'étranger par l'agence gouvernementale américaine pour conseiller les pays en développement sur la réforme agraire. Son épouse, alors âgée de 63 ans, souffre depuis peu d'un cancer. Malgré sa maladie, elle choisit d'accompagner son mari à l'étranger. En 8 mois, il visite 12 pays, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, puis en Afrique. Dorothea Lange y surpasse sa douleur chronique et continue à photographier, immortalisant la diversité des cultures et l'universalité de l'humanité. Ce voyage dure 4 années et le couple retourne vivre à San Francisco en 1962. Une fois chez elle, Dorothea Lange sait qu'il ne lui reste plus que peu de temps à vivre. Elle accepte donc d'exposer son œuvre complète dans un musée, mais avant que son souhait se concrétise, elle disparaît des suites de son cancer à 70 ans, le 11 octobre 1965. Il faut vraiment utiliser l'appareil photo comme si demain vous deveniez aveugle. Vivre une vie visuelle est une entreprise énorme, pratiquement irréalisable. À sa mort, Paul Taylor ne tarde pas à faire don des archives de sa défunte épouse au Oakland Museum of California Art Department. Il lègue plus de 40 000 négatifs originaux, 6 000 estampes, ainsi que des carnets de terrain, de la correspondance personnelle, des cassettes audio et d'autres documents ayant appartenu à Dorothea Lange. 1 an seulement après son décès, le MoMA lui accorde une rétrospective que Dorothea Lange rêvait tant. Y est exposée la quasi-totalité de ses documentaires photographiques, excepté celui du camp d'internement de Manzanar, toujours censuré par le gouvernement. L'exposition est introduite par un essai de George Eliot. Pour un véritable artiste, l'œuvre est la vie. Certains apprennent ce qu'ils savent faire et ne font que cela, mais elles ne pouvaient jamais se contenter d'avoir vu tout ce qu'il y avait à voir. En ce qui concerne le documentaire de Manzanar, il faudra attendre 2006 pour que la censure prenne fin. Ces photographies sont dévoilées 60 ans après la libération des prisonniers et 26 ans après les excuses officielles du gouvernement. Le documentaire de Dorothea Lange révèle que les discours officiels jusque-là tenus par les politiques ont totalement minimisé la réalité historique et traumatique. En ont découlé de nombreux débats au sujet du racisme institutionnel, des droits civiques et de l'abus de pouvoir en période de crise. Depuis, ce documentaire a été exposé à de nombreuses reprises au Japanese American National Museum et encore aujourd'hui, elles sont étudiées lors de recherches académiques sur les droits civils, l'internement et l'utilisation de la photographie comme outil de mémoire et de protestation sociale. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nicéphore. Avant de partir, je vous invite à laisser des étoiles et un avis, sans oublier de rejoindre la communauté de ce podcast sur Instagram et Discord. Si vous souhaitez soutenir et faire perdurer Nicéphore Podcast, vous pouvez rejoindre mon Patreon à hauteur de vos moyens, vous donnant ainsi accès à des épisodes exclusifs, ainsi qu'à la revue trimestrielle du média. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.